On est confronté sans cesse à des abus de pouvoir. Alors il y a ce qui relève de l'abus de pouvoir classique, entre guillemets, du pouvoir relationnel, et puis il y a ce pouvoir qui a une portée collective et qui concerne l'ensemble des citoyens. Vous écoutez À la source, le podcast de l'Université de Liège. Partons à la rencontre de scientifiques pour comprendre comment est née une vocation, pour découvrir ce qui les anime au quotidien, pour entendre comment ils ou elles transmettent leur passion. Au fil de leurs paroles, remontons à la source. Je m'appelle Geoffrey Grandjean, je suis professeur de sciences politiques à la faculté de droit de sciences politiques et de criminologie de l'Université de Liège. Et la science politique est pour moi quelque chose que j'ai aimé à partir des visites de réto à l'Université de Liège, puisque je m'en souviendrai toujours en 2003. J'hésitais entre l'histoire et la science politique, puis j'ai été assisté au cours d'un ancien professeur, Jean Beaufailly, qui m'a véritablement donné le goût et le déclic pour faire la science politique. Et puis depuis lors, j'ai fait tout mon parcours classique avant progressivement de monter dans cette charge de cours qui est la mienne actuellement. Il faut savoir que si j'ai fait la science politique, c'est mon interpellation, peut-être voire même mon dégoût pour les abus de pouvoir. J'ai été marqué très jeune, et on est tous marqués quand on est enfant ou adolescent, par des personnes qui abusent d'un pouvoir. Et je crois que j'ai depuis lors, je me suis dit, il faut absolument, Geoffrey, que tu arrives à cerner comment on en arrive à abuser d'un pouvoir. Et donc c'est quelque chose qui me parle quotidiennement, parce que dans une vie de tous les jours, on est confronté sans cesse à des abus de pouvoir. Alors il y a ce qui relève de l'abus de pouvoir classique, entre guillemets, du pouvoir relationnel, la personne qui, sur un trottoir, dans un magasin, abuse d'un pouvoir. On a place pour l'air, t'es ici grand. On est pas sur la croisette, hein. Bref, ou tu sors ou je te sors, mais faut prendre une décision. Et puis il y a ce pouvoir qui a une portée collective et qui concerne l'ensemble des citoyens. Mais je me suis rendu compte à quel point d'abord l'abus de pouvoir était une caractéristique humaine, et il faut à un moment donné limiter le pouvoir d'un individu, sinon il finit toujours par en abuser. Et ça explique pourquoi ça me questionne quotidiennement par la manière dont les représentants politiques se comportent, quotidiennement par la manière dont les représentants politiques vont tenir certains discours, vont véritablement accaparer le pouvoir. Moi je suis interpellé par le fait qu'à l'heure actuelle, il y a des représentants politiques que je connais depuis que je suis tout petit, quoi. Pour moi, c'est inquiétant. Si un système politique n'arrive pas à se renouveler, il faut quand même se poser des questions. C'est pour ça que je me suis intéressé à ces questions de cumul des mandats, à ces questions du tirage au sort. Le rôle des juges, moi, est très marquant. Pourquoi ? Parce que les juges sont justement ceux qui peuvent, à un moment donné, mettre des limites et dire « stop, ça suffit ». Et de ce point de vue-là, quand on s'attaque à la fonction de juger dans une société, pour moi, c'est inquiétant. Et ça, c'est quelque chose, donc, dans la vie de tous les jours qui me préoccupe. Après, je suis moins internationaliste, je reste convaincu que le pouvoir, c'est beaucoup de relations humaines, et j'accorde donc beaucoup d'importance au poids des personnalités, au poids des êtres humains dans l'exercice du pouvoir. Et donc je suis plus friand de l'étude des institutions locales, des communes, des provinces, de la région, de l'État fédéral, parce que je trouve que c'est là où on comprend concrètement, au quotidien, ce qui se passe dans l'exercice du pouvoir. Ce qui m'a en tout cas vraiment poussé à faire cette recherche, c'est toujours des rencontres. Quand j'étais en secondaire, j'ai eu une professeure d'histoire en secondaire supérieur qui, moi, m'a vraiment enthousiasmé, m'a vraiment poussé à avoir un esprit critique et à analyser les textes. Et je suis sorti de mes études secondaires avec cette idée que c'était particulièrement stimulant d'analyser des textes. Et puis comme j'avais cette idée de travailler sur le volet mémoire et que j'avais en toile de fond cette idée qu'il faut pouvoir se détacher de son propre passé, je me suis focalisé sur la mémoire du génocide des Juifs chez les jeunes, belges francophones, pour voir un peu ce qu'il en restait en ce début du XXIe siècle, pour voir un peu comment finalement une mémoire peut ou non favoriser le souvenir, voire l'oubli. Et surtout, quelles sont les conséquences politiques de cela ? Qu'est-ce que ça implique chez des jeunes lorsqu'ils sont amenés à entendre parler de ce fait historique dans leur comportement et attitude politique ? Donc ça, je crois que ça vient à la fois de mes secondaires, cet attrait pour la lecture critique des sources, et en même temps ce volet historique et place de la mémoire qui progressivement se sont combinés et ont fait que je me suis dirigé vers une thèse de doctorat.
Donner des conférences dans toute une série de milieux, j'accorde beaucoup d'importance à cela, parce que ça permet d'aller toucher un large public, pas uniquement le monde universitaire. Et donc, à côté de mon volet scientifique, conférences dans des colloques internationaux, dans des congrès scientifiques, je passe un certain temps à aller dans toute une série d'ASBL, de centres d'éducation, d'arrière-salles, de villages, etc. Parce que d'abord, c'est passionnant, il faut être confronté à des citoyens qui vous rentrent dedans et qui vous disent « Vous avez tort, monsieur Grandjean », et je vais vous dire pourquoi vous avez tort. Dans le monde scientifique, c'est très feutré, très policé. On n'ose jamais vous dire platement et un peu agressivement que vous avez tort. Et donc ça, il y a cette première voie-là. Et là, c'est quelque chose où, oui, j'interviens régulièrement dans toutes ces conférences et j'aime bien. Donc ça, je vais à la recherche de ce public et on vient me chercher pour présenter une certaine expertise. Il y a ce travail plus scientifique qui, alors là, suscite l'écoute de dirigeants, d'un parlementaire, d'un ministre, d'un magistrat, d'un cénacle de magistrats qui veulent réformer à un moment donné une procédure juridictionnelle et qui se disent tiens, on va un peu l'auditionner pour voir ce qu'il en pense. Et puis il y a le volet médiatique où on ne se rend peut-être pas compte à quel point on peut, par ce qu'on dit, peser, mais c'est à la fois positif et négatif. Donc voilà, les conséquences, elles sont multiples et elles sont dans les deux sens. À la fois pour le public qui cherche à nous avoir et en même temps pour les chercheurs qui se construit très fort dans ces interactions avec ce large public. Moi, ce qui me marque chez les étudiants, c'est que d'abord, il y en a quand même beaucoup que je trouve très très bons. Je leur dis parfois en riant, si j'étais à votre place, je ne suis pas sûr que j'aurais votre niveau. Et je suis parfois étonné de la perspicacité de certains étudiants, de leur regard critique. Les étudiants maintenant remettent plus facilement les choses en question. Alors ça peut être à la fois positif et négatif. Positif dans le sens où au moins ils ne sont plus comme nous à accepter un peu trop facilement ce qu'on leur impose. Et ça m'intéresse parce que moi j'essaie de voir comment fonctionnent les abus de pouvoir. Mais en même temps, ils sont parfois un peu trop critiques, c'est-à-dire qu'ils remettent tout en question trop rapidement. Et j'ai parfois envie de dire, n'oubliez quand même pas l'intérêt collectif. Et ce qui me guide aussi dans mon action, pour leur dire jusqu'où finalement cette soif ou cette volonté de tout remettre en question peut aller à l'encontre de l'intérêt collectif. Mais je trouve que on nous dit souvent ce n'est plus comme avant, la jeunesse n'est plus la même. Moi, je peux être tout d'accord. Je trouve que on est face à une jeunesse, en tout cas à l'université, très stimulante. Et ce que moi j'adore chez eux, c'est leur regard à la fois critique, parfois naïf, mais la naïveté apporte de la fraîcheur dans un monde comme l'université et qu'ils ne cessent de nous remettre nous-mêmes en question. Je crois que les étudiants ne se rendent pas compte à quel point je leur dois beaucoup. Sans eux, je n'aurais pas du tout la même vie et ça, je ne leur serai jamais suffisamment reconnaissant de tout ce qu'ils ont pu apporter, d'abord à l'institution, mais également à mon développement plus personnel. Je trouve que le système belge n'est pas si compliqué que cela. Je trouve qu'il y a des systèmes politiques qui sont beaucoup plus compliqués dans le monde. Mais par contre, il faut agir sur les mots. Déjà, on ne cesse de nous dire depuis qu'on est tout petit que le système belge est compliqué. Et donc on finit par le croire. C'est Umberto Eco d'ailleurs qui disait il y a des mots qui donnent du pouvoir, d'autres qui rendent encore plus démunis. C'est vraiment le bel exemple. On vous dit que c'est compliqué depuis que vous êtes tout petit, donc c'est compliqué. J'en suis pas sûr. Mais par contre, ça demande un exercice de diffusion, de vulgarisation. Et ça, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Donc, est-ce qu'on a vraiment envie d'expliquer le système politique? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que certains représentants politiques ont vraiment envie qu'on comprenne le système? Je finis parfois par me dire, non, en fait, ils ne veulent pas qu'on comprenne le système. Mais donc, il faut peut-être agir sur tous ces vecteurs qui permettent de le comprendre, que ce soit pas que les cours, ce sont les médias, ce sont les films. Il y a d'excellents films politiques, surtout dans le monde francophone, par la musique, par des séries. Combien de fois des journalistes ne me demandent pas si j'ai vu telle série et si on ne peut pas comparer tel événement avec telle série. Donc je crois qu'il y a plein de vecteurs qui permettent de comprendre à un moment donné le fonctionnement d'un système politique et qu'il faut jouer sur tous ces ressorts pour justement permettre aux citoyens de prendre de la distance par rapport à ceux qui l'assistent quotidiennement. C'est l'espoir des cours de philosophie et de citoyenneté. Moi, c'est quelque chose qui, je trouve, mériterait d'être davantage promu. On veut tout le temps réformer tout le système politique, on veut donner plus de pouvoir aux citoyens. J'entends, mais je suis aussi très critique. Mais il y a une chose sur laquelle je trouve qu'il faut insister, c'est qu'il faut dès le plus jeune âge favoriser ces cours de philosophie et de citoyenneté pour ne serait-ce que décrypter la manière dont les institutions fonctionnent, dont le pouvoir s'exerce, parce que ça permet aussi de relativiser les choses. Mais le problème, c'est qu'en communauté française, on est mal parti. À partir du moment où on a intitulé ce cours « Cours de rien », comment voulez-vous susciter un intérêt autour de la philosophie et citoyenneté si le passé consiste à dire qu'à la base, c'était des cours de rien? Donc moi, je trouve qu'il faudrait vraiment transmettre ces disciplines à travers ces cours de philosophie et de citoyenneté dès la primaire et dès le secondaire, en fait. Vous venez d'écouter un podcast de la série À la source, proposé par l'Université de Liège.
Retrouvez d'autres podcasts sur notre site podcast.uliege.be ainsi que sur toutes les autres plateformes habituelles. À bientôt!